espoirs des passionnés veulent nuancer cette image. La ligne Maginot, du nom du ministre de la guerre de l'époque, fut aussi un exemple étonnant d'ingéniosité, un ouvrage inédit défendu par des hommes qui l'ont parfois payé de leur vie. Vincent Ditch et Christophe Annès. On est à 18 km du Rhin, la forêt noire juste derrière. Et là, on voit l'emplacement stratégique et tactique de cet ouvrage. C'est vraiment lui qui va se prendre le gros de l'attaque allemande, si jamais il y a une attaque qui se passe dans ce secteur. Quelques tourelles au milieu d'un champ, un bloc de béton en forêt. C'est tout ce qui est visible de l'extérieur du fort de Schönenbourg en Alsace. Pourtant, à 17 mètres sous terre, nous découvrons avec Marc Alter, ardent défenseur de la ligne Maginot, 3 km de galerie, et une ville souterraine, capable d'accueillir 630 soldats en totale autonomie durant 2 mois. Il y a 3 cocottes minutes électriques, 3 fois 100 litres avec le petit sifflet, un four électrique, un chauffe-eau électrique. Et surtout, en totale sécurité. Alors attention les oreilles, parce que là, ça va vraiment dépoter. C'est un petit peu le traumatisme de 14-18, le lance-flamme, les gaz de combat, ça avait vraiment traumatisé les soldats. Alors on est protégé dans les ouvrages Maginot des grosses bombes et des gros obus par des masses de terre relativement énormes et des blocs de béton qui sont assez monstrueux, et contre les gaz de combat, y compris les jets de lance-flamme par la surpression atmosphérique. De 1928 à 1938, sur les frontières italiennes et allemandes, ce sont près de 500 ouvrages militaires de toute taille qui vont ainsi être construits. De l'Alsace aux Ardennes, sur 300 km, cette ligne Maginot reste très présente aujourd'hui encore dans le paysage. Et très vivante parfois. Allez, allez, allez! Dépêchez! Dépêchez là! Les bénévoles qui entretiennent la casemate du Überbusch en Moselle nous accueillent dans la même tenue que les 38 soldats qui occupaient les lieux durant l'hiver 39-40. On a dans l'association un groupe de reconstitution à part entière qui représente les troupes de forteresse, les troupes qui étaient à l'intérieur des ouvrages de la ligne Maginot et aussi à l'extérieur, qui patrouillaient entre les ouvrages. Là, c'est par exemple la tenue d'extérieur, donc composée d'une capote, composée du casque, la musette avec le masque à gaz, etc. J'ai mon arrière-grand-père qui était au 161e régiment d'infanterie de forteresse, donc on va dire à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et en fait, en venant ici, j'ai réussi à me rapprocher de ce qu'il a pu vivre à cette époque-là, quoi. Des passionnés de reconstitution, il y en a ainsi tout au long de la ligne Maginot, quelle que soit la taille de l'ouvrage. Ainsi, toujours en Moselle, nous arrivons aux portes de l'immense fort du Hackenberg. Patiemment rénové et entretenu pour que tout fonctionne ici comme il y a 80 ans. C'est difficile, mais on y arrive. Surtout trouver des pièces détachées. Alors on est obligé bien souvent de les faire nous-mêmes. La récompense pour Alain et tous les bénévoles du fort, ce sont les 40 à 50 000 visiteurs qui passent ici chaque année. Here in Hackenberg, we had approximately 1,000 soldiers for 40 officers. De toute l'Europe, ils viennent découvrir la vie des soldats de forteresse. Des lavabos y ont été installés avec Une vie entièrement souterraine, partagée entre le casernement d'un côté du fort et les postes de combat de l'autre. Au Hackenberg, les visiteurs utilisent même les petits trains de wagonnets qui servaient à parcourir les 10 km de galeries jusqu'aux tourelles de tir. Avec partout une machinerie impressionnante et sophistiquée, toujours active. Mise en batterie de la tourelle. Voilà, donc là elle vient de dégager ses 2 canons, elle est prête à tirer. les tirs combinés de ces pièces avec celui des mitrailleuses opposent un front de feu ininterrompu à l'avance de l'ennemi. Comme le rappelaient constamment les actualités, tout était prévu dans la ligne Maginot pour défendre les frontières, sans risque pour les hommes. Entre septembre 1939 et juin 1940, 22 000 soldats y ont effectivement survécu à de longs mois d'attente et quelques jours de combat, avant de devoir se rendre aux Allemands. Ouais, oui. On parle de vous là. Oui, c'est ça. Tiens, me voilà là.
tout en haut là. J'étais en train de vérifier les chaleurs des culasses. Et donc avec des Allemands qui visitaient le fort, parce que c'était par fierté d'avoir pris la ligne Maginot. Ah oui, ah bah oui. Ah oui. Ah oui. Ah bah ça, ils savaient s'en vanter, hein. Émile Lelon, bientôt 100 ans, avait 20 ans lorsqu'il est entré comme soldat mécanicien au fort du Hackenberg. 2 ans de fierté, gâchés ensuite par 5 ans de captivité en Allemagne comme prisonnier de guerre. Pas vraiment une drôle de guerre, comme on l'a surnommé. Enfin, j'ai fait 7 ans d'un coup, hein. Ah ben c'est long quand même, 7 ans, hein. Mais son plus grand regret, c'est que la ligne Maginot a souvent été moquée, alors que les Allemands ont dû la contourner pour l'attaquer. Il y en a beaucoup qui ont dit « Oh, elle n'a servi à rien, ceci, cela ». Mais c'est pas vrai, elle n'a pas servi à rien. Ils n'ont pas été assez hauts en Belgique, hein. Il n'y a que là qu'il en a manqué un bout. Tout avait été fait pourtant pour rendre la ligne Maginot infranchissable. Jusqu'à inonder les champs et certains villages pour freiner l'ennemi, c'est la ligne Maginot aquatique. Nous sommes désormais autour de Puttelange-au-Lac, toujours en Moselle. Surnommée en 1940 la Venise du front. Car le secteur pouvait être inondé volontairement par les troupes françaises grâce à un système de lacs-réservoirs et de barrages artificiels. Comme autour de ce blocos. Ça faisait un obstacle physique et de feu en même temps. Et donc derrière, au droit du passage de la rivière, on retrouve la structure du barrage, donc barrage à poutrelles. On empilait les poutres jusqu'en haut. Nous, on est sur le barrage ici, le blocos est derrière. Donc là, on a vraiment l'inondation à son niveau maximum. Donc imaginez tout le champ inondé à l'époque. Habitant du secteur, Philippe Cueilleur s'est battu avec d'autres pour que les derniers vestiges de ce système assez rare de défense aquatique ne soient pas oubliés. On ferme le barrage. Après, il suffit d'ouvrir les vannes des étangs réservoirs et en 36 heures, on était capable d'inonder un secteur qui allait en fait de Host jusqu'à Vitrin en passant par Sarrebruck. Donc une zone d'une 30aine de kilomètres qui était barrée par ces inondations défensives. Mais les bénévoles du patrimoine local ne sont pas les seuls à entretenir la mémoire de la ligne Maginot. Lise, tu peux venir sur le canapé là, s'il te plaît? Laetitia, Cédric et leurs enfants vivent avec un blocos dans leur salon. Ils ont en fait racheté une petite casemate équipée d'un système de défense. Ils auraient pu détruire le blocos, mais ils ont préféré le garder pour témoigner de l'histoire de leur région. Le casernement, il a passé le vent. Ouais. Elle a connu l'occupation, toi? Elle déposait... non, c'était avant 39, parce que ça, le bâtiment date de 36. Pour nous, c'était pas concevable de se séparer de ce... Parce que c'est l'histoire de votre pays, en fait. Oui, c'est ça. Certaines personnes, quand ils viennent d'une autre région, ne savent pas ce que c'est. On nous a déjà dit que c'était un four à pizza, four à pain. On a dû refaire les chambres. Pendant plusieurs semaines, on a dormi dedans. Et monsieur a très bien dormi. Alors, paradoxalement, c'est l'endroit où j'ai le mieux dormi dans cette maison. Et madame, je pense qu'il n'y a pas un soir où elle se disait pas « mais il y a des mecs qui étaient là avec des pistolets, des fusils ». C'est vrai, donc on se retrouve avec ça quand on se retrouve dedans, pour dormir, c'est là qu'on... La majorité des ouvrages de la ligne Maginot est tout de même à l'abandon, même si l'armée est encore propriétaire d'une 40aine de sites. Ils ne sont pas oubliés pour autant, c'est ce que nous allons voir un peu plus à l'ouest en Meurthe-et-Moselle, dans le secteur de Longwy. Nous suivons d'autres passionnés d'histoire militaire. Jérémy, Thierry et Michel parcourent les ouvrages abandonnés pour chercher des témoignages qui n'auraient pas été détruits ou volés depuis 80 ans. Le fait qu'elle soit dans les courants d'air, il y en a en fait, les escaliers, on ne peut plus les prendre. Surtout les escaliers en ferraille comme ça. Parfois, c'est un simple dessin de soldat qui raconte toute une histoire. Qui est bien conservé, qui est très belle. Il y avait tout un réseau extrêmement perfectionné qui avait été créé, un réseau téléphonique et de télégraphie sans fil également. Et donc, les personnels ont été très fiers, c'est très pointu pour l'époque. Et pendant l'entre-deux guerres, ils ont eu le temps de s'occuper en faisant ce genre de fresques, de peinture murale. Pour en garder une trace et pour être partagé, chaque découverte est simplement photographiée.
Quand on découvre une fresque comme ça, on découvre qu'il y avait une vie, qu'il y avait des hommes, tous les jours, qui faisaient quelque chose. Notre périple historique se termine au pied du fort de Villy-la-Ferté, dans les Ardennes. Situé à l'extrême ouest de la ligne Maginot, il a été aussi le plus exposé à l'invasion allemande de mai 1940. Et il en a payé un lourd tribut après avoir été assiégé durant 4 jours. La porte française a disparu. Derrière, c'est une porte allemande. Villy était attaqué 16-17 et l'ouvrage de la Ferté 18-19. 220 pièces d'artillerie qui ont été positionnées sur l'arrière, 20 000 obus, 3600 tonnes de bombes en 4 jours. L'ouvrage résiste, mais comme il est le dernier de la ligne Maginot, les soldats allemands le contournent facilement et finissent par réussir à y jeter des grenades. Les soldats français ne peuvent que se réfugier à 19 mètres sous terre. Grâce à leur masque à gaz, ils tiendront 6 heures. Il n'y a aucun survivant. Sur les 105 soldats identifiés, il y en a 3 qui ont été tués sur le AB2 par l'éclat d'obus et 102 qui ont été asphyxiés par le monoxyde de carbone dans le fond de la galerie. Le lieutenant Bourguignon, le sergent-chef Boré, le soldat Lotte sont des victimes de la défaite de 1940. Mais pour tous ceux comme Jean-Marie Armand, qui œuvrent à leur mémoire, ils ne doivent pas être oubliés. Au même titre que tous les soldats de forteresse de la ligne Maginot. Et c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous.